Pour être régulièrement informé de la publication de nouvelles vidéos, abonnez-vous à notre chaîne YouTube Postervision. La maladie de B7, c'est pour dire potentiel. Il ne faut jamais l'oublier que la maladie de B7 a un potentiel de gravité certain. Celui-ci peut être d'ordre fonctionnel, si on donne l'exemple uniquement de la cécité, et puis il y a un pronostic vital qui peut être mis en jeu, là où le diagnostic plutôt difficile en l'absence d'une sorte. C'est-à-dire qu'il s'est passé quelque chose dans cette pathologie et qu'il faudra bien sûr bien connaître. Ce pronostic est amélioré à condition qu'il y ait un diagnostic précoce. Et comme vous voyez, j'ai souligné et mis en gras les mots-clés qui ressortent à chaque fois qu'on veut définir la maladie de B7 ou à chaque fois qu'on fait une introduction sur la maladie de B7. Vous allez retrouver les termes vascularite, vous allez retrouver le terme maladie systémique, vous allez retrouver le terme maladie auto-immune, maladie dysimmunitaire, etc. Et pour revenir au terme vascularite, c'est même proposé, il est proposé que la maladie de B7 soit le prototype des vascularites. Et vous voyez dans ce tableau de référence, point de maladie de B7. Il faut aller chercher dans les vascularites secondaires. Vascularite secondaire, c'est un monde aussi. Il y a les néoplasies, les maladies infectieuses, un grand diagnostic, problème diagnostique avec les maladies systémiques, les causes médicamenteuses, et puis dans les maladies auto-immunes, la maladie de B7 n'est pas citée parmi les premières vascularites. Maladie auto-immune, le lupus va être cité, la sclérodermie va être citée, la polymyosite va être citée. Je ne pense pas que la maladie de B7 sera citée. Pourtant, elle est, comme on a dit en introduction, c'est une maladie à composante dysimmunitaire, voire auto-immune, etc. Peut-être que c'est juste pour dire, peut-être que la place de la maladie de B7 est, on est à la recherche de ce cadre nosologique, où est-ce qu'il faut placer la maladie de B7. On sait qu'il y a la vascularite, on sait qu'il y a cette composante auto-immune. Peut-être qu'à l'avenir, on classera, comme on a classé, vous voyez, la goutte, donc on a décalé un petit peu à droite, la goutte, la maladie de Crohn, et à l'extrême droite, la maladie périodique, etc. Et on essaye un petit peu de trouver un cadre nosologique à la maladie de B7, peut-être que son futur est dans le cadre des syndromes auto-inflammatoires. Je ne dis pas inflammatoire, mais auto-inflammatoire. C'est un concept nosologique récent qui date des années 2000 et qui nous a permis d'abord de classer certaines maladies auto-inflammatoires génétiques, comme la maladie périodique et d'autres, le TRAPS syndrome, etc. Et la maladie de B7 est peut-être en train de décaler vers la droite, d'oublier un petit peu, de perdre son caractère auto-humain pour être classée parmi les maladies auto-inflammatoires. Et en pratique, c'est cet aspect d'auto-inflammatoire qui aura peut-être permis la meilleure approche physiopathologique et thérapeutique de la maladie de B7. Voilà, c'est juste pour vous montrer un petit peu dans un contexte auto-inflammatoire, il y a un emballement, une sécrétion exagérée pour une raison ou une autre, des cytokines inflammatoires qui vont être à l'origine de lésions. Quelques données épidémiologiques concernant cette maladie. Vous voyez un peu sur cette diapo que la maladie de B7 est ubiquitaire, c'est-à-dire qu'on peut la trouver dans tous les continents, elle est présente partout. Mais si vous regardez de plus près, vous allez voir qu'elle est plus fréquente en Asie et dans le bassin méditerranéen, en particulier le sud de l'Europe et probablement le nord de l'Afrique. Et mention spéciale, mention à part pour la Turquie, puisque la prévalence est très élevée, elle atteint les 400 pour 100 000 habitants, donc c'est un pays où il y a une forte prévalence de la maladie de B7, et c'est peut-être pour cela que la maladie de B7 a été décrite pour la première fois en 1937 par M. B7 en Turquie. Mais si vous superposez les diapos précédentes et celle-là, vous apercevez qu'il est classique de dire que la maladie de B7 est superposable à la route de la soie qui va du Japon, de la Chine, en passant par justement la Turquie pour aller au sud de l'Europe et pourquoi pas au nord de l'Afrique pour des raisons historiques. Et les tribus nomades ou turques, j'ai pas mis la référence, vous m'excusez,
il est retrouvé dans la littérature, il est dit en tout cas que les tribus nomades de la région asiatique ou turque, porteuses de l'antigène B51, auraient diffusé la maladie. Les données physiopathologiques, c'est très complexe pour parler de la physiopathologie de maladie de B7, ça pourrait faire l'objet d'une conférence à part. Ce qui est retenu, c'est qu'il y a des facteurs endogènes et des facteurs exogènes. Le facteur endogène, c'est cette susceptibilité génétique. La mieux identifiée, c'est l'HLA B51. Mais l'HLA B51, comme il est dit dans cette diapo et la diapo qui suit, ne doit en aucun cas être un critère ou un paramètre pour le diagnostic. C'est une susceptibilité génétique, c'est là, mais ce n'est pas du tout un paramètre pour le diagnostic, puisque on a quand même 20 à 30% des sujets témoins qui sont HLA B51, et vous avez une petite moitié quand même des patients qui ont une maladie de B7 et qui ne sont pas HLA B51. Donc on a tendance à dire HLA B51, oui, on le fait, on le recherche, c'est à visée académique, c'est pour compléter le dossier, c'est pour peut-être des études épidémiologiques plus tard, mais en aucun cas on doit inclure ça comme un paramètre ou un critère pour le diagnostic. Bien sûr, il y a beaucoup de progrès qui sont en train d'être faits dans ce domaine de la susceptibilité génétique, et ça concerne justement cet emballement cytokinique, des gènes qui s'intéressent à la synthèse, à la sécrétion des interleukines, des cytokines, et puis c'est justement peut-être ce caractère auto-inflammatoire qui va permettre une meilleure approche physiopathologique et thérapeutique de la maladie de B7. Je dis bien auto-inflammatoire et pas inflammatoire. Les facteurs exogènes, bon, on incrimine peut-être le streptocoque, d'autres bactéries, d'autres virus, etc., mais rien n'est prouvé dans ce sens. Et puis voilà, sur cette diapo, vous voyez qu'il y a cette susceptibilité génétique qui ne concerne pas uniquement la HLA B51, vous avez une MICA, HSP, etc. Et à l'occasion d'une agression extérieure, peut-être par mimétisme moléculaire, etc., on ne va pas rentrer dans les détails, il y a une réaction auto-immune, cytotoxique, etc., et il y a une réaction auto-inflammatoire par la sécrétion de ces cytokines. Quelles sont les données cliniques et paracliniques? Je pense que c'est ce qui intéresse le plus les cliniciens. Je pense que la maladie de B7 est prédominante chez l'homme que chez la femme, et il est dit que sur d'autres, comme vous voyez sur cette diapo, que dans d'autres régions du monde comme le Japon, etc., peut-être que les femmes seraient plus fréquemment atteintes que les hommes. Il est classique de dire aussi que les hommes présentaient des formes plus graves, des formes cliniques plus graves que les femmes, mais bon, on a eu à constater quand même des formes très graves chez les femmes. Le pic de prévalence se situe entre 20 et 30 ans, rarement au-delà de 50 ans, sauf si c'est un diagnostic qui est passé inaperçu, et vous voyez qu'on peut retrouver une histoire familiale chez 2 à 5% des cas de maladie de B7, en particulier dans les formes juvéniles. Efflorescence de signes cliniques caractérise la maladie de B7, peut-être un peu moins que le lupus, un peu moins que d'autres pathologies, mais en tout cas, il y a une atteinte pratiquement de tous les organes. Malheureusement, heureusement pour les patients, vous voyez qu'il y a autre atteinte, et dans ces autres atteintes, peut-être qu'on va mettre atteinte rénale, etc., alors que dans la plupart des maladies de système, la plupart des cas de maladies lupiques, etc., l'atteinte rénale est pratiquement au premier plan. Donc c'est ce qui change un petit peu. Et puis peut-être j'aurai pas le temps, je serai peut-être interrompu à la fin. Donc je préfère caractériser chacune de ces manifestations concernant les signes cliniques de la maladie de B7. Alors si je dois donner un qualificatif pour l'atteinte cutanée ou muqueuse, on va dire qu'elle est très fréquente, qu'elle va mettre en jeu la qualité de vie, mais en général elle ne met pas le pronostic vital en jeu, et c'est un excellent critère pour le diagnostic. C'est pratiquement la plaque tournante du diagnostic. L'atteinte articulaire, si je dois donner un point de vue, c'est qu'elle se rapproche plus des spondylarthropathies que de la polyarthrite rhumatoïde au moment de distinguer, parce qu'on peut avoir des polyarthrites inaugurables, et puis on se pose PR ou autre diagnostic, etc. Donc elle est un petit peu différente quand même de la polyarthrite rhumatoïde. L'atteinte oculaire, j'ai introduit tout à l'heure en disant qu'elle était grave,
potentiellement donc dangereuse, à l'origine d'une cécité. Et si je dois dire encore une chose, malheureusement, c'est qu'elle est très fréquente. Si l'aphthose buccale est fréquente, élément du diagnostic, problème de qualité de vie, pour l'atteinte oculaire, le pronostic visuel est là, elle peut être dangereuse, en particulier si on ne traite pas vite le patient. L'atteinte neurologique, que dire de l'atteinte neurologique? Elle n'est pas rare. Et ce qu'il faut dire, c'est que pour l'atteinte neurologique, il y a souvent un retard au diagnostic. C'est la situation où on est toujours gêné pour poser le diagnostic, on verra tout à l'heure, de neuro-B7. L'atteinte vasculaire, il faut distinguer veineuse et artérielle, obligatoirement. Veineuse, ça reste gérable, possibilité de complications, possibilité de décès de par cette atteinte, mais l'atteinte est différente de l'atteinte artérielle. L'atteinte artérielle qui est très grave, plus rare, mais de pronostic très péjoratif. L'atteinte cardiaque, Dr Ajroud est là, je vais vous décevoir en disant qu'elle est méconnue. Malheureusement, rares sont les cliniciens qui vont faire un ECG, une échographie, etc. Même si l'ECG est disponible sur le dossier, on ne le lit pas parce qu'on n'est pas un petit peu rodé à rechercher cette atteinte cardiaque. Je le qualifierais plutôt de méconnue, alors qu'elle est là, elle peut être présente et elle peut être dramatique sur le plan des complications. L'atteinte gastro-intestinale va poser de gros problèmes nosologiques avec les colites inflammatoires, Crohn et RCH. Merci. Les autres atteintes, c'est là que, comme l'atteinte rénale, comme d'autres atteintes, l'épididymite, etc., pour dire que c'est un peu plus rare que ce qu'on vient de dire. L'atteinte cutanéo-muqueuse, qu'est-ce qui est au premier plan? Quel est le poids lourd du diagnostic? C'est l'aphthose bipolaire. L'aphthose bipolaire, lorsque c'est réuni, pratiquement, on est dans le diagnostic de la maladie de B7. Je suis tenté de le dire, mais je n'ai pas le droit de le dire, c'est la signature clinique de la maladie de B7. Lorsque vous avez l'association d'une aphthose buccale récidivante, d'une aphthose génitale, on est pratiquement sûr qu'on est dans ce diagnostic. Donc aphthose bipolaire à retenir. Les aphtes buccaux ont le caractère d'être récidivants, d'être isolés aux multiples, d'être inflammatoires et douloureux, et ne laissant pas de cicatrices. Il faut savoir les rechercher un peu partout, même au fond de la gorge, au niveau des amygdales, du pharynx, etc. Donc c'est pas évident de faire un bon examen buccal, tout simplement parce qu'on ne le fait pas toujours correctement. Alors ces histoires d'aphtes, c'est peut-être pas si banal que ça, parce qu'il y a de gros diagnostics différentiels. C'est l'aphthose banale qui peut être également récidivante. En bon clinicien que nous sommes, lorsqu'un patient se présente pour une aphthose buccale, peut-être deuxième, troisième épisode, un peu plus, un peu moins, en bon clinicien que nous sommes, nous allons poser des questions qui vont toucher à l'intimité de la patiente. Je vais dire patiente parce que c'est un cas concret que j'ai en tête. Donc déjà, elle vient juste consulter pour quelque chose qui paraît banal, et on est en train de lui poser des questions. Est-ce qu'elle a des aphthoses au niveau génital? Et puis on va lui poser des questions sur sa vision, puis on va poser des questions sur tout ce qui est neurologie, qu'est-ce qu'elle a des maux de tête, etc. Et puis on va lui faire un Patergy test, vous imaginez un peu tout ça, et puis on va lui faire un bilan immunologique qui comportera en particulier le typage HLA B51, et en bon clinicien que nous sommes, parce qu'on communique beaucoup avec les patients, on va dire à cette patiente, oui, on est en train de chercher une maladie de B7. En disant cela, en fait, et je vous parle d'un cas concret, c'est une manière de mettre une étiquette définitive à une patiente qui peut-être n'a qu'une aphthose banale. L'aphthose buccale qui est, comme je l'ai dit, un critère majeur pour le diagnostic. Les aphtes génitaux, par rapport à l'aphthose buccale, c'est toujours récidivant. Il y a quelques points importants à dire, c'est qu'ils peuvent ne pas être douloureux. C'est-à-dire qu'il faut aller les rechercher. Ce qui n'est toujours pas évident, comme je l'ai dit tout à l'heure, en particulier chez la femme. Et puis, ils ne sont pas uniquement au niveau des organes génitaux externes, ils peuvent être au niveau du vagin, au niveau du col. Un avantage pour le clinicien et pas pour le patient, malheureusement, c'est qu'il laisse des cicatrices qui va permettre un diagnostic
rétrospectif. Les manifestations cutanées en dehors de l'arthrose buccale sont aussi importantes à prendre en compte. Vous avez l'érythème noueux sur la photo qui est à votre gauche. L'érythème noueux est un motif fréquent d'hospitalisation en médecine interne. Les diagnostics évoqués, c'est les streptococcique, la primo-infection tuberculeuse, la sarcoïdose, les colites inflammatoires, le lupus, mais également la maladie de Behçet. La pseudofolliculite, qui est une pustule non centrée sur un follicule pileux, est un bon signe pour le diagnostic à condition de, je vous laisse quelques secondes pour répondre, la pseudofolliculite est un bon critère pour le diagnostic à condition de déshabiller le patient, c'est souvent au niveau du dos. La tendance générale, comme il a été dit ce matin, je crois, pour les sciatiques, on a tendance à ne pas examiner nos patients, à ne pas les déshabiller, le patient ne voit pas ce qui se passe dans son dos et on passe à côté d'un critère quand même qui est important pour le diagnostic. Là aussi, je vous laisse voir pour ceux qui ont une bonne vision, elle est où la faute concernant les autres manifestations cutanées. Vous avez trouvé la faute, je suppose. À mon avis, la faute, c'est pas une faute d'orthographe, je pense pas en l'avoir fait, elle est dans le mot autre manifestation cutanée. Parce que quand on dit autre, on a tendance à penser que c'est quelque chose à négliger, quelque chose qui n'est pas important. Or, cette hyperactivité cutanée est importante, elle renseigne sur le diagnostic, donc il suffit d'une piqûre, d'une injection, d'une éraflure, etc., pour qu'il y ait une réaction importante autour de cette lésion. Et j'ai mis autre manifestation cutanée parce qu'autour de moi, autour de nous, c'est une question qui est rarement posée aux patients. Donc c'est comme si dans notre pratique on considérait que c'était autre manifestation cutanée alors que c'est un signe important pour l'approche diagnostique. Et c'est cette hypersensibilité cutanée qui est à l'origine du fameux Patergy test qui n'est pas toujours positif, qui est là, qui peut également aider au diagnostic, qui fait partie dans certaines classifications de critères. L'atteinte articulaire, je vais aller plus vite peut-être pour ne pas dépasser mon temps. L'atteinte articulaire, elle est précoce, comme j'ai dit tout à l'heure, elle ressemble plus aux spondylarthropathie plutôt qu'à la polyarthrite rhumatoïde. Il s'agit rarement d'une atteinte polyarticulaire, elle est rarement destructrice, c'est-à-dire qu'en fait, elle est rarement à l'origine du mauvais pronostic, elle est là pour aider au diagnostic ou bien parfois malheureusement pour retarder le diagnostic. L'atteinte peut être également au niveau des sacro-iliaques, j'ai dit, et c'est pour ça que dans certaines classifications, dans certains cadres nosologiques, on trouve la maladie de Behçet classée dans le cadre général des spondylarthropathies, des maladies neutrophiliques. On parle de maladies neutrophiliques, non pas de dermatose neutrophilique, parce que là aussi, il y a des signes systémiques qui s'associent à cette atteinte cutanée. Donc voilà un petit peu l'atteinte articulaire de la maladie de Behçet. L'atteinte oculaire, qu'est-ce qu'il faut dire? C'est qu'elle est fréquente et grave, à l'inverse de l'atteinte cutanée qui est fréquente mais moins grave. C'est un élément majeur du diagnostic. Elle est estimée pour la fréquence entre 30 et 80%, ce qui est très important. Elle fait partie des critères diagnostiques de la maladie de Behçet. Et ce qui est important de dire, c'est qu'il doit y avoir une collaboration entre le clinicien et l'ophtalmologiste. Il ne suffit pas qu'il y ait un courrier comme ça laconique entre les deux confrères. Je vous adresse un patient qui présente une maladie de Behçet à la recherche d'une uvéite, etc. Et la réponse tout aussi laconique sur une ordonnance, votre patient présente une uvéite ou ne présente pas une uvéite. Le compte rendu de l'ophtalmologiste doit être approfondi, détaillé, parce qu'il y a atteinte oculaire et atteinte oculaire. Il y a une atteinte oculaire qui est de meilleur pronostic versus une atteinte oculaire qui est de très mauvais pronostic et qui est à traiter en urgence avec des armes lourdes, permettez-moi l'expression. L'atteinte peut être une uvéite antérieure de meilleur pronostic, uvéite postérieure au point uvéite, qui est la grande urgence au cours de la maladie de Behçet. L'atteinte neurologique, habituellement, elle prend la forme aiguë, avec une céphalée qui est fréquente, un syndrome pyramidal, une axis cérébelleuse, etc. Mais elle peut être plus latente que cela, plus fruste, et c'est là que va poser le problème diagnostique. En tout cas, pour les céphalées, quand on sait qu'il y a une maladie de Behçet, ça nous pose de gros problèmes, parce qu'on a mille et un diagnostics à évoquer.
neurologique, thrombose veineuse, etc. Alors que peut-être qu'il s'agit d'un symptôme banal que tout le monde peut avoir. Et c'est là qu'on se retrouve à faire dans l'inflation des examens complémentaires, mais on n'a pas le choix, on est obligé de passer par là. Les symptômes moins fréquemment rencontrés sont ce que vous voyez ici, donc il peut s'agir d'une épilepsie. Et puis voilà comment on fait le diagnostic du neuro B7. Il suffit d'une atteinte clinique, quelle que soit cette atteinte clinique, à l'examen. Il se pourrait que ce soit une donnée de l'imagerie, de biologique par l'étude du liquide céphalorachidien et à l'EMG pour l'étude électrophysiologique. Les critères A et B. Patients répondant aux critères internationaux de la maladie de B7 et survenue des symptômes neurologiques non expliqués. Donc pour le chapitre C, j'allais dire on est un peu tranquille. Anomalie clinique, neuroimagerie, LCR, électrophysiologie. Mais quand vous remontez sur les critères A et B, malheureusement les critères A peuvent être absents. Donc il se pourrait qu'on n'a pas des critères majeurs pour poser le diagnostic de maladie de B7. Et on vous dit qu'il faut exclure d'autres maladies. Et c'est là qu'on se retrouve, comme j'ai dit tout à l'heure, au cours du neuro B7, dans des retards diagnostiques qui sont estimés parfois à 2 ans. La classification, il faut être prudent dans la classification du neuro B7, alors qu'il pourrait y avoir des atteintes neurologiques, mais on parle de neuro B7 lorsque l'atteinte est parenchymateuse. Donc on exclut du neuro B7 les atteintes vasculaires, les thromboses veineuses, cérébrales, les anévrismes, etc., qui font partie du vasculo B7 et non pas du neuro B7. L'atteinte vasculaire peut être, comme on l'a dit, artérielle ou veineuse. Pour l'artérielle veineuse, il peut s'agir de thromboses veineuses superficielles qui vont passer inaperçues si le clinicien n'est pas averti. À l'occasion d'un érythème noueux, il faut savoir chercher ces thromboses veineuses superficielles. Elles sont récidivantes, migratoires, etc. Et puis, vous avez l'atteinte veineuse profonde. Thrombose veineuse profonde, c'est un diagnostic, j'allais dire, de tous les jours. On en voit tous les jours des patients. Est-ce qu'il faut explorer ces patients, etc. Par contre, il y a certains paramètres qui vont nous obliger à rechercher une étiologie, en particulier la maladie de B7, lorsque cette thrombose veineuse a certains caractères particuliers, lorsqu'elle est multifocale, lorsqu'elle est récidivante et, je dirais pas révélatrice, et lorsqu'elle siège dans ce qu'on appelle des territoires atypiques, de sièges atypiques. On pense en particulier aux thromboses des veines hépatiques, aux thromboses veineuses cérébrales, à l'atteinte iliaque plutôt que fémorale, et l'atteinte de la veine cave supérieure, lorsqu'elle est associée à une atteinte artérielle, d'anévrisme, on parle du syndrome de Hughes-Toven. Donc c'est des entités à connaître, thrombose veineuse très fréquente, souvent l'occasion de poser le diagnostic de maladie de B7. Elles ont certains caractères, c'est ce qu'on appelle les associations de malfaiteurs. On ne parle pas que d'associations de malfaiteurs pour les facteurs de risque cardiovasculaire artériel. Là aussi on parle d'association de malfaiteurs lorsqu'elle est multifocale, lorsqu'elle est récidivante, lorsqu'elle est de siège atypique. Et chacun de ces territoires va poser un problème d'ordre du diagnostic positif, du diagnostic étiologique. Si vous prenez par exemple la thrombose veineuse cérébrale, le meilleur signe au départ c'est la céphalée. Soit on considère que c'est une migraine, c'est une céphalée banale et on traite par anti-inflammatoire antalgique, soit on est en deuxième position, on est un bon clinicien, on va faire un examen clinique et on va faire une TDM. La TDM revient souvent normale dans ces cas de figure et on est rassuré, le médecin est rassuré parce qu'il a examiné son patient, parce qu'il a fait un examen TDM. Or, il faut dire qu'en matière de thrombose veineuse cérébrale, l'examen TDM n'est pas fidèle, ne permet pas toujours le diagnostic. C'est l'IRM qui va permettre le diagnostic. Donc méfiez-nous de l'escalade en matière d'examen complémentaire, mais l'inverse également, méfiez-nous de dire ça y est, j'ai fait le scanner, c'est bon, mon malade n'a rien, c'est une céphalée psychogène, etc. Ce raisonnement est valable pour l'atteinte neurologique. Thrombose artérielle, les chiffres donnés c'est 3-5%. Il est dit dans la littérature qu'elle est largement sous-estimée,
Et l'atteinte artérielle est souvent l'occasion du décès du patient. Vous voyez, jusqu'à présent, on a parlé plus de pronostic fonctionnel, et là, on parle de pronostic vital. Et méfiez-vous donc de ces anévrismes de l'artère pulmonaire qui peuvent donner une hémoptysie et d'autres anomalies qui sont à l'origine du décès du patient. Les autres atteintes, c'est l'atteinte cardiaque, myocardite, endocardite, le thrombus intracavitaire, la péricardite, l'atteinte coronarienne également, l'atteinte gastro-intestinale qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, va poser des problèmes nosologiques. Quelques signes vont permettre de dire que c'est plus une colite inflammatoire ou une maladie de Behçet sur le plan endoscopique, mais rien de spécifique. Sur les biopsies, il n'y a pas de granulome.